Ah oui, l'humanité plutôt est enclin de croire que tous les points vont se converger à un moment donné, mais on néglige assez souvent les points et les lignes asymptotiques, c'est-à-dire les lignes qui ne se convergent et convergera jamais. Eh bien, il faut accepter aussi qu'il y a des lignes qui se dessinent dans l'horizon, qui sont très anciennes. On peut supposer des lignes passées et des lignes qui ne se convergent plus avec les lignes supposées d'aujourd'hui. Le mot contemporain a un sens, devrait avoir un sens assez limité. Nous sommes très approximativement contemporains l'un à l'autre, ce qui est plus remarquable que nous sommes non pas seulement issus de différents, non pas points de commencement, de points de fuite, chacun de nous étant une étoile fouillante. C'est plus remarquable de penser que nos lignes, nos étoiles, comme on dit en horoscope, ne se convergera jamais. Même, sauf quelques scénographies tombales dans nos tombeaux. Et oui, c'est très instructif d'examiner ethnographiquement et métaphysiquement les postures et les gestures où le défunt, couple ou famille, amant ou serf, seigneur, esclavage, dynastie. Et oui, c'est très, ça a une géométrie très variable, mais qui tourne autour de cette posture, soit fœtale, n'est-ce pas, s'embrasser à son semblable comme de cuillère. C'est très simple pour être enterré. Et il y a des formes plus compliquées qui rappellent des extravagances. Mais on peut supposer que seul le Seigneur a droit de se reposer éternellement le dos sur la terre, sur une estrade, et plein de petites esclaves qui sont brûlés et qui ont rempli des urnes, plein d'urnes. Et oui, ils ont eu quand même une grande gentillesse de laisser des blés et de certains aliments, des morceaux floraux qui nous permettent de dater leur date et savoir que s'ils ont fait la date. Pour nous, normalement, tout ça devrait faire la date. Parce que nous avons eu cette chance en comparaison de nos ancêtres très lointains de pouvoir
éterniser à chaque moment un signe de notre vie. Et c'est dans cette proportion le mot événement perd son sens ou bien gagne son sens métaphysique, c'est-à-dire nous advenons à chaque moment à la vie dans la plénitude qui nous sont dérobées, mais comme les petites spermatozoïdes, nous insistons d'arriver et pouvoir accéder à cette pléroman qui n'est qu'une puits obscure. Au sommet du pyramide, sommeillant dans ses rêves, atteignant les astres, et fumant dans une cénacle proche, une sorcière fait la dernière prière et une crématoire remplie de nouvelles idées. Voici à peu près notre petite Moyen-Orient, moyennement à la sortie de chaque musée occidental. Et oui, il faut voir dans la Chine les tombeaux impériaux avec une armée totale. Et pour ne pas marquer une coupure entre l'Égypte et la Chine a pris ce relais de hiéroglyphes originalement pictogrammes. Ainsi restant plus près de leur prémisse à leur commencement, il devra juger mieux que nous de leur futur. Je sais cette théorie qui mésentend et discrédite pictogrammes chinoises de Hegel à la faveur d'un phonocentricisme que j'entends bien comme tintamarre. Et puis, retour à soi. Savoir et pouvoir s'entendre, parler au moment de parler et non pas crier, non pas seulement faire des appels extérieurs, envoyés vers l'extérieur, croyant que ce point destinataire serait la seule cible à faire de tout appellement, de toute communication. Parler à soi-même, s'entendre, parler, et parler en s'entendant, se parler et s'entendre, s'écouter
se penser, se réfléchir, d'abord dans une flaque d'eau, dans un lac, sur la surface d'une rivière, ruisseau, et puis l'absence de l'eau, la terre desséchée, retour à soi, à travers l'élément de l'air, vibration sonore, à l'absence de la lumière et de toute visibilité, nous fait recours à la méditation résonnante. On peut postuler que quand on supprime le visible, nous avons le toucher et la voix. Nous avons à la fois toucher et la voix, plutôt que voir une sonorité, un murmure, un gémissement, et le toucher tactile, toucher à soi et toucher au toucher, toucher du toucher. Nous connaissons l'érotisme à travers, dans notre petite culture, visible. Quand on supprime le visible, ce qui reste, complètement comme son contraire. Nihil. C'est le visible que nos contemporains ont essayé de sauver dans l'impressionnisme de l'instant changeant. Le toucher est toujours négligé, neglected, et le son est mis à loisir. Je n'ignore pas les codes jamaïcains et de blues. Touché dans le grain de la voix et toute l'histoire du rock, y compris rock'n'roll. Toucher la voix, dans la mise en scène, bien que visible, reste accessoire ou iconique, à l'exemple d'une idole, totem, une star. On peut supposer aussi à la fois les langues vivantes et les langues mortes comme des énormes tombeaux, monuments, archives, organismes vivants, les formes géométriques compliquées et des formes géométriques cristallines extrêmement compliquées avec le nœud de connexion et les points de convergence, distinction et de ressemblance et de déclinaison, conjugaison, comme des monuments énormes, comme des pyramides ou des engins spatials, qui ne permet plus à l'homme, à l'humanité,
parlantes, écrivant et lisant, à vivre au sens fort du terme, bien qu'il y ait un simulacre de vie, et c'était toujours comme ça dans l'être et les êtres organisés et parlants, communiquants, c'était toujours semblant de la vie. Quelque chose qui ressemble beaucoup à la vie, mais qui n'est pas vie, c'est-à-dire nature. Et même pas bios, et même pas une concurrence en vue de conservation de sa vie, bien que c'est très médiatisé, intermédiaire. Voilà. Peut-être que j'exagère, mais il y a des langues qui ont atteint à leur forme anagrammatique complète à un moment donné de leur civilisation, grâce à bien sûr, beaucoup de choses, des scripts, des poètes. Et il faut penser aussi les peintres, là où on ne peut plus parler, on retourne aux anagrammes et picturales cette fois-ci. Là, ça commence un rapport avec la vie, tout en gardant une géométrie, par exemple dans la Renaissance. Et changer l'usage de la géométrie, c'est-à-dire ce jeu de réciprocité, équivocité, à la marge du droit, doctrine du droit. C'était toujours instructif pour moi qu'un certain Alberti, grand fondateur de la théorie picturale de la Renaissance, italien, était comme tous ses contemporains érudits, d'abord juriste, le droit de Rome exige, et peintre ou fondateur de la théorie, paradigme, de pouvoir peindre comme il faut. Ce qu'on doit peindre, ce qui nous a permis dès lors dessiner et peindre, ce qui nous permet d'orner nos temples en justice, la vérité, en peinture, la vérité, telle qu'il est jugé au jour d'aujourd'hui. C'est ça encore. Les nœuds de connexion, les structures cristallines, des renvois, regards, destinataires, destination et renvoi à un infini qui est invisible, hors cadre, qui réunit la scène, le tableau. Voici les grammaires des langues aussi nous apprennent
à, je dirais, à nous colporter dans nos vies quotidiennes, et puis renvoie à l'infini nos désirs. La fin ultime est l'échec de nos passions au cadre, au tableau qui constitue le tableau même. Voilà un langage à peu près réussi qui garde quelque chose d'essentiel de sa structure fondamentale anagrammatique, c'est-à-dire fermée sur soi dans une perfection à peu près éteinte et une possibilité et une ouverture pour pouvoir, à l'intérieur de cette langue, décliner bizarrement pour qu'il y ait un semblant de la vie, un simulacre de vie à l'intérieur d'une scène complètement morte, paradigmatique. C'est ça nos cultures au-delà de moderne et de postmoderne. C'est à partir de cette théorie que j'instaure. Modernité sera jugée comme quelque chose de naïf, c'est-à-dire être leurré de sa propre structure. Mais quelle était la différence avec baroque, avec Renaissance? Eh oui, postmodernité commençait avec les modernes, c'est-à-dire par la peinture impressionnante. Ce petit pauvre recherche sur la perception et sur les instances de la vie quotidienne, les instants insignes qui deviennent encore iconiques. C'est ça